Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission quotidienne d'analyse et surtout de débat du Figaro.fr. Nous avons retenu aujourd'hui 4 sujets dans l'actualité. Nous reparlerons des déclarations qui font polémique de Manuel Valls sur l'islam. L'ancien Premier ministre parle d'un problème de l'islam. Est-ce que le débat est bien posé? Nous y reviendrons. Nous reviendrons également sur le verdict rendu aujourd'hui par le tribunal pénal international condamnant à la prison à vie Ratko Mladic, le chef militaire des Serbes de Bosnie. L'université était au menu du Conseil des ministres. Va-t-on enfin vers une sélection qui ne dirait pas son nom ou est-ce une réforme en trompe-l'œil? Et puis nous parlerons du rôle déterminant de Vladimir Poutine dans la résolution du conflit syrien, le numéro 1 russe qui recevait hier à Sotchi Bachar el-Assad avant un sommet tripartite avec l'Iran et la Turquie consacré justement à la Syrie. Nous traiterons ces 4 sujets avec Elisabeth Lévy. Bonsoir, vous êtes directrice de la rédaction de Causeur. Oui. Vous êtes aussi la co-animatrice de l'Esprit de l'escalier sur Radio RCJ avec Alain Finkielkraut. Et votre dernier livre, Les Rien Pensants, est paru il y a quelques jours aux éditions du Cerf. Erwan Lenan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie, maître de conférence à Sciences Po, chroniqueur à l'opinion. Et votre dernier livre, résolument positif, s'appelle La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas. Et c'est publié aux Belles Lettres. Bonsoir Guillaume de Monjou. Bonsoir Guillaume. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Vous n'avez pas de livre en ce moment. Peut-être en cours. On va voir. Et voilà, ça tombe bien parce que vous êtes employé à plein temps au Figaro Magazine. Je vous le confirme. Renaud Girard, bonsoir. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. On retrouve vos analyses chaque mardi dans notre quotidien préféré. Et votre dernier livre, Quelle diplomatie pour la France, prendre les réalités telles qu'elles sont, a été publié comme le livre d'Elisabeth aux éditions du Cerf cette année. Parlons donc, si vous le voulez bien, des dernières déclarations de Manuel Valls concernant l'islam. Le député de l'Essonne et ancien Premier ministre participait hier à un débat organisé par le quotidien El País, et voici ce qu'il y disait. Voilà. Alors, je vais vous donner la phrase qui était celle de Manuel Valls. Tous les pays souffrent d'une crise d'identité culturelle, surgissent dans nos sociétés, par exemple de la société française, le problème de l'islam des musulmans. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut poser la question, Elisabeth Lévy? On sait bien qu'il y a un problème de l'islam politique. Quand on parle du problème de l'islam, du problème des musulmans, est-ce qu'on globalise pas un peu un sujet compliqué? Le problème, c'est qu'on a l'impression que la discussion, le débat public se déroule dans un commissariat, si vous voulez. Quiconque ne comprend pas ce qu'a voulu dire Manuel Valls vit sur la planète Mars, à mon avis. Il y a un problème, évidemment, dans l'islam. Ça n'est pas le problème de tout l'islam. Et personne ne se livre, en réalité, à cet amalgame. Ce problème concerne effectivement une partie des musulmans. Je ne crois pas qu'il ait voulu dire autre chose. Et je crois quand même qu'il est temps qu'on puisse dire cela sans que, si vous voulez, on se mette à oui, mais vous avez voulu dire tous les musulmans. Et puis, si vous voulez, on a vraiment l'impression de parler sous la menace, sous une menace. En réalité, il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. On connaît Manuel Valls, il a des défauts, il est sanguin, il est colérique, mais à ma connaissance, il n'est pas raciste. Il a dirigé une commune qui s'appelle Évry, où des musulmans, il a dû en fréquenter. Donc, je veux dire, il y a un problème dans l'islam, il y a un problème qui n'est pas d'ailleurs qu'en Europe, il y a un problème dans l'islam à peu près partout. Donc, et les premiers à le dire d'ailleurs sont les musulmans ou sont des musulmans eux-mêmes. Donc oui, je crois que si on veut l'affronter, si on veut, il faut pouvoir le dire. Maintenant, ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment faire des distinctions. Mais oui. Justement, Erwan Lenan, sur le Figaro.fr, Laoufi Adel nous dit « Je ne comprends pas pourquoi Valls ne fait pas la différence entre l'islamisme et l'islam. » Là, on est au cœur du sujet. Est-ce qu'il y a une différence de nature ou de degré? Alors, je ne suis peut-être pas un assez fin connaisseur de la théologie musulmane, mais je pense que ce qui pose problème pour le coup dans l'expression de Manuel Valls, c'est que d'une certaine façon, il biaise le débat. Alors moi, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy qu'on comprend très bien ce qu'il veut dire quand il formule le sujet. Toutefois, quand il dit le problème de l'islam, pour répondre à la question telle qu'il la pose, à mon sens, on est obligé d'entrer dans les questions qui sont immédiatement comment est-ce que l'islam est compatible avec la République, etc., etc. Or, ce n'est effectivement pas le sujet. Il y a une différence à faire entre islam et islamisme. Néanmoins, je pense que ce que dit Manuel Valls là, ça me rappelle un peu le débat qu'il y avait eu
il y a fort longtemps, quand Lionel Jospin disait il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Bah oui, le sentiment d'insécurité, il est là. Les Français, globalement, je crois, ne font pas la distinction. Et ils ont l'impression qu'il y a un sujet, islam, qui est posé dans le débat public. Mais il y a certaines expressions de l'islam qui sont problématiques, mais ces expressions ne sont pas forcément assignables, si vous voulez, sous le nom d'islamisme ou de salafisme. Il y a des expressions de l'islam. Ça vient de l'intérieur de l'islam. Ça, on ne peut pas le nier. C'est pas à l'extérieur. Et ce qui va distinguer, je crois, islam et islamisme, c'est que l'islamisme, c'est un projet politique. Bon, mais ensuite, il me semble que le vrai sujet, c'est encore plus encore même dans l'islamisme, que vous avez des islamistes qui ont un projet politique qui est pas nécessairement, qui accepte le débat démocratique, et c'est pas nécessairement ça qui fait le débat aujourd'hui. C'est souvent avant d'arriver au pouvoir, ça. Hein. Oui, d'accord, peut-être, mais il n'empêche que c'est le terme de Valls, c'est quand même. Il aborde le sujet de front, certes, il est quand même réducteur, et il faut aussi rappeler qu'il y a, comme on l'a dit à l'instant, il y a énormément de musulmans en France qui vivent leur religion sans que ça pose le moindre problème. Mais il a, pardon, et j'arrête après ce tunnel, mais il a un mérite, c'est qu'il pose quand même le débat tel que le ressentent, je pense, une partie de l'opinion, et comme le ressentent l'ensemble des opinions occidentales. Il suffit de voir les élections récentes. Guillaume de Mongeau, il en fait trop, Manuel Valls? Oui, il en fait trop, il fait sa pub tout le temps. Il est comme ces apprentis jardiniers qui taillent... Vous croyez qu'il n'est pas sincère? Il fait juste moi, pub? je pense qu'un homme politique comme lui, qui a aussi dramatiquement échoué dans la dernière élection et dans la primaire, etc., se dit comment je peux encore exister, et il a trouvé un filon, et il le creuse, et son sillon... Il ne l'a pas trouvé hier, hein, quand même. Mais en fait, cette question, quand même, il en parle, la laïcité, il en parle depuis longtemps. Oui, mais il est Premier ministre au moment des attentats de Charlie Hebdo. En juin 2015, il fait une déclaration en disant « l'islam n'est pas un problème, parlez à vos imams salafistes, montrez-leur que vous n'êtes pas comme eux, vous êtes l'immense majorité du peuple musulman en France, vous avez tout à fait vocation à vous intégrer ». Il leur dit ça. Il y a un vrai verbatim qui est quasiment l'opposé de ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, soit la parole publique n'a plus aucun poids, soit l'homme n'était qu'en train de lire des éléments de langage qui lui étaient écrits par d'autres personnes, etc. Soit il est en train, aujourd'hui, de faire un virage, vraiment, qui d'ailleurs rejoint un certain virage de la droite identitaire. Mais si c'est la réalité qui avait fait un virage. Mais moi, je ne crois pas qu'en si tout cas, il puisse être... qui avait fait virage. Je vous lis juste ce qu'il disait en octobre 2016. L'islam, certes, rencontre et pose des défis considérables à nos sociétés, mais il n'est pas le problème. L'islam est une part indissociable de nous-mêmes, de notre culture et désormais de nos racines. Et l'islam de France, comme toutes les religions, a toute sa place en France. Peut-être qu'il a changé d'avis, en fait, non ? Peut-être qu'il a changé d'avis. En tout cas, il y parlait en espagnol, je crois, dans cette interview d'aujourd'hui à El País. Et lui-même est absolument... on ne peut pas soupçonner qu'il ait fait une erreur de formulation. Il a été dans des fonctions qui rendent sa parole quand même pesante, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas anodin. Il n'a pas fait une maladresse volontaire. Il avait vraiment envie de dire ça. Je pense que vous avez très bien fait l'exégèse de ce qu'il voulait dire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il a changé d'avis parce que c'est opportun politiquement de changer d'avis, d'être à gauche et de dire ce qu'il dit. Ah bon, vous pensez qu'à gauche, c'est opportun de dire ça? Ben, je pense que c'est... En tout cas, excusez-moi, il me semble qu'il y a encore du chemin. Il ouvre une nouvelle porte. Et excusez-moi, c'est pas la voie la plus facile à gauche. C'est certainement pas de s'attaquer à ce genre de problème. Mais vous avez Mediapart, Charlie Hebdo, qui sont deux... Non, mais sur Mediapart, excusez-moi. Non, mais vous voyez, il est au bon endroit. Justement, sur Mediapart, pardon, juste ce mot. Moi, quand vous dites, oui, tout ça est très contrôlé, moi, ce que je vois, c'est que Manuel Valls est complètement sanguin et que, par exemple, dans l'affaire Mediapart, où je trouvais finalement la défense d'Edoui Plenel avait été tellement ridicule que, dans le fond, il était plutôt affaibli et sa position était affaiblie. Et que fait Valls? Il dit il faut lui faire rendre gorge, il faut l'exclure du débat public. Justement, on va le regarder cet Pardon, extrait. excusez-moi, je voulais pas le... Non, mais est-ce qu'il est possible qu'on le voit? Alors on regarde Manuel Valls. Todos los países sufren de una crisis de identidad cultural, porque hay la globalización, hay la crisis política, hay las redes sociales, hay el problema de los refugiados, surgen en nuestras sociedades, por ejemplo, en la sociedad francesa, el problema del Islam, de los musulmanes. Todo eso interroga sobre lo que nosotros somos. Ça, c'était les déclarations de Manuel Valls hier, et voici sa déclaration du 15 novembre sur RMC, dont Elisabeth Lévy parlait à l'instant. La phrase de 2016, la mienne, reste prémonitoire sur les gauches irréconciliables. Oui, ce sont des gens dangereux, ceux qui prononcent ces phrases, qui les écrivent, parce qu'il y en a qui les entendent
Il y en a qui les entendent, ces phrases. Je veux qu'ils reculent, je veux qu'ils rendent gorge, je veux qu'ils soient écartés du débat public, non pas par l'interdiction, c'est pas le sujet. Qu'ils rendent gorge. Qu'ils perdent ce combat. Et cette guerre que nous menons... Qu'ils perdent leur crédit. Mais cette guerre d'idées, cette bataille d'idées, c'est celle-là que nous menons. Nous la menons pour la République, et je la mène pour les musulmans de France. Parce que c'est nous qui les protégeons. C'est pas M. Plenel et ses sbires. Voilà, Manuel Valls s'était interrogé sur les islamo-gauchistes. C'est à eux qui voulaient faire rendre gorge, on l'avait compris. Renaud Girard. Moi, je voudrais donner un témoignage de géopoliticien, parce que je ne suis pas les petites phrases au jour le jour, et en tout cas pas celle de notre ami Valls, qui est effectivement un politicien de deuxième catégorie en France, qui n'a pas été sélectionné par la primaire du Parti socialiste, qui lui-même d'ailleurs... Contrairement à Benoît Hamon, qui lui était un homme de première catégorie. Et qui s'est fait élire, je crois, tout à fait de justesse à la députation, parce qu'il avait eu le soutien d'Emmanuel Macron. Non, la question de l'islam, elle se pose, bien sûr, elle se pose dans le monde, parce que c'est une religion qui n'a pas fait sa réforme, ou je dirais qui a fait sa réforme dans le mauvais sens. Le christianisme a fait sa réforme, hein, ça s'est appelé la réforme d'ailleurs, et ensuite il y a eu la contre-réforme qui est une réforme. C'est-à-dire que l'Église catholique, par exemple, elle s'est excusée d'avoir fait des ennuis à Galilée pour avoir dit la vérité. Et un peu plus tard, et aujourd'hui, auprès des Juifs. voilà, et bien sûr, elle s'est excusée aussi auprès des Juifs d'avoir, dans le catéchisme, parlé du peuple déicide, alors qu'il s'agissait seulement du Sanhédrin de Jérusalem qui avait condamné Jésus avec l'aide de Ponce Pilate. Non, il y a un problème, c'est qu'effectivement, où cette réforme a eu lieu, et cette réforme a eu lieu dans le sens de la régression. C'est le salafisme, c'est la réforme introduite par Hassan al-Banna en 1928 en Égypte, le père des frères musulmans. Et effectivement, l'idéologie des frères musulmans pose un problème. Et je pense personnellement qu'un djihadiste qui commet des attentats est un frère musulman qui va jusqu'au bout. Alors, les racines de la France, non, je ne pense pas du tout, on l'a dit quelque part, que l'islam fasse partie des racines historiques de la France. C'était ce que disait Manuel Valls en 2016. Oui, ben, je pense qu'il se trompe. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il étudie l'histoire de France. Non, il y a des racines de la France qui sont des racines gréco-latines, qui sont des racines judéo-chrétiennes et qui sont des racines des Lumières. Voilà, ça, c'est le socle intellectuel de la France. Et puis, il y a une colonisation, et puis, il y a un rapport, effectivement, il y a des musulmans qui ont souhaité immigrer en France, il y a eu des relations, il y a eu aussi des musulmans qui ont souhaité l'indépendance de la France pour vivre leur religion comme ils le voulaient, comme en Algérie, par exemple. Et puis, voilà. Mais dans la tradition française, il y a deux choses qui sont très importantes, qui sont la séparation du politique et du religieux, et ça remonte au christianisme, c'est-à-dire la parole du Christ, rendez à César ce qui appartient à César. Et il y a quelque chose qui est très important aussi dans notre histoire politique, c'est l'égalité des femmes et des hommes. L'islam n'y est pas encore. Certains musulmans, dans l'histoire, ont voulu faire des réformes. Je pense à Mohamed Abdou à la fin du XIXe siècle. Peut-être que ce prince saoudien veut vraiment faire des réformes, on n'en sait rien. MBS, c'est ce qu'il raconte. Mais nous ne pouvons pas transiger sur ces valeurs qui sont très importantes. Et nous avons un petit problème, effectivement, aujourd'hui, avec la religion musulmane. J'avais posé d'ailleurs la question à Erdogan, le président turc, lorsqu'il était venu il y a 3 ans à Paris, il y avait une réunion, et je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'islam ? Et il m'avait répondu, non, cher ami, l'islam n'a pas besoin de la moindre réforme. Je pense qu'il se trompait. C'est le leader de la Turquie, il est frère musulman, et je pense qu'il se trompait. Et je pense que la voie dans laquelle il emmène la Turquie, avec son parti islamiste, est une mauvaise voie, est une voie qui va d'ailleurs couper la Turquie de la modernité et de relations de bon voisinage. Non, mais juste pour confirmer en fait ce que dit Renaud, mais ce qu'on voit en fait, c'est que quand l'islam est minoritaire, évidemment, si vous voulez, quand vous avez, ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas les musulmans qui posent problème comme individus. Quand l'islam est minoritaire, il est bien obligé de se conformer aux valeurs disons, de la société d'accueil. Le problème, c'est que dès qu'il est majoritaire, même sur un petit territoire, il a beaucoup de problèmes avec le pluralisme. Or, comme vient de le dire Renaud, c'est quand même un peu le cœur de notre identité. Et puis, juste,
il a rappelé cette déclaration, cette idée, si vous voulez, que la France a des racines musulmanes. Je vous rappelle qu'on n'a pas réussi à inscrire dans la défunte Constitution européenne que l'Europe avait des racines chrétiennes. Ce qui est une évidence. Ce qui est évidemment une évidence, ce qui est totalement absurde. Et donc, en plus de tout, ce qui nous empêche, à mon avis, de contraindre un peu l'islam à s'acculturer, comme on l'a fait quand même avec les catholiques à la dure, et comme on l'a fait un peu avec les juifs, parce que Napoléon leur a quand même posé des conditions. Je veux dire, ce qui nous empêche, c'est notre espèce de repentance permanente. Je veux dire, on se bat la coulpe on bat notre coulpe, pardon, en permanence. Oui, mais est-ce que dire qu'ils sont un problème est un moyen de les accompagner vers cette réforme nécessaire dont je suis... Écoutez, il y a un truc qui n'est pas un moyen, c'est de les câliner en permanence. Mais c'est pas non plus un moyen. Oui, il faut dire qu'il y a un problème dans l'islam. Alors il ne faut peut-être pas dire deux, il faut le dire. Il faut dire maintenant que les musulmans doivent prendre en main ce problème dans l'islam et arrêter, si vous voulez, de considérer que l'islamophobie est un problème plus grave que la maladie de l'islam, comme l'avait appelé Abdelwahab Medeb. Il faut le dire, parce que 30 ans de ce qu'on a fait pendant 30 ans, c'est justement pas vouloir leur dire. C'est attention, on ne va pas vexer. Attention, nous sommes d'abord l'ouverture. Avant d'être quoi que ce soit, nous sommes une ouverture et nous allons nous oublier pour vous accueillir. Eh bien non, il faut respecter les gens, c'est leur dire, pour devenir français, pour habiter en France, pour habiter en Europe, pour être des citoyens à part entière, il y a, je veux dire, des concessions à faire, il y a des choses que vous devez abandonner. Il y a cette régression, en fait, dans le monde de l'islam. Voilà, et Mohammed bin Salman, le nouveau prince saoudien, MBS, il l'a dit, c'est-à-dire que à partir de 79, il faut rappeler aux auditeurs qu'il y a eu une attaque de la Mecque qui a été réglée avec l'aide de la gendarmerie française, et après une sorte de deal a été passé entre la monarchie saoudienne et les islamistes sunnites en disant vous pouvez faire ce que vous voulez à l'extérieur, propager l'islam le plus puritain, le plus dur à l'extérieur, du moment que vous ne mettez pas en cause la dynastie saoudienne. C'est un pacte terrible. MBS a dit que c'était une erreur qu'il impute à la révolution islamique qui se passait en même temps dans l'Iran chiite. Enfin, peu importe, c'était une erreur. Et qu'aujourd'hui, il faut à tout prix revenir à une religion qui soit, en fait, qui revienne dans le secteur privé. J'ai interviewé pour le Figaro récemment le président égyptien, qui est un homme pieux, et ce président égyptien me dit qu'il fallait séparer le politique du religieux, et c'est évident. Il y a quelques semaines dans le Figaro. Je veux dire deux choses. Je partage en partie l'analyse d'Elisabeth, mais avec une nuance. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu que... Vous dites que dans les territoires où l'islam est majoritaire, y compris petits territoires en France, il y ait le pluralisme... L'islam impose une absence de pluralisme. Il y a certaines banlieues où... Non, mais alors pour le coup, c'est ce que je voulais dire. J'y habite, donc je vois très bien de quoi il peut s'agir, mais je ne crois pas que ce soit la majorité des musulmans de ces quartiers-là. C'est une minorité très agissante qui, effectivement, impose sa loi et fait peur en premier lieu aux musulmans qui habitent dans ces quartiers-là. Exactement. Bien sûr, non, mais à Épinay-sur-Seine, où mon père habite, les musulmans enquiquinent les musulmanes, surtout. Tout à fait. Effectivement. Mais après, pour revenir sur Valls, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je n'ai pas l'impression que Valls, il utilise l'actualité, il est au cœur de l'actualité, c'est un sujet qu'il a investi depuis longtemps. Là, je me trompe peut-être, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, quand il était Premier ministre, avait envie de porter ces sujets. Je l'ai entendu récemment, si je ne me trompe pas, dire que ça l'avait beaucoup affecté, que sa femme en avait été beaucoup victime de toutes les attaques antisémites. Et je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a envie de dire haut et fort, on met le haut là, ça suffit. Alors peut-être qu'il l'exprime de manière brutale, mais je crois pas qu'il est je pense qu'il est assez sincère, en fait, dans cette démarche. Et il ne pouvait pas le dire, en fait. Il ne pouvait pas le dire quand il était au PS. Dès qu'il avançait un pied... Je veux dire, ou un orteil sur ce genre de sujet, il se faisait mais déchirer. C'était un phénomène très grave, effectivement, l'antisémitisme. On croyait qu'on s'en était débarrassé avec la libération de la France en 1944. On avait déjà suffisamment souffert de l'antisémitisme, et il est revenu, pardon ? Vous étiez optimiste, je croyais qu'on s'en était débarrassé. Ensuite, la France... Hitler avait déshonoré l'antisémitisme, je vous rappelle. Après l'occupation, on a eu un dirigeant de la France qui était juif, qui s'appelait Mendès France, qui a d'ailleurs plutôt bien dirigé, donc le peuple était prêt, il n'y avait plus d'antisémitisme en France, et d'avoir un retour, si vous voulez, à propos de Gaza, qui n'a rien à voir avec la situation française, avoir eu des manifestations à Paris où des gens criaient « mort aux Juifs », c'est une régression considérable pour notre pays, et là-dessus, je considère, comme vous, que Manuel Valls a raison d'enfoncer
le clou. Merci, Je ne suis Renaud pas sûr que Girard. quand il était Premier ministre, il ait pris suffisamment de mesures efficaces sur ce phénomène. Voilà. Peut-être a-t-il retrouvé une liberté de parole qu'il n'avait pas. Je vous propose de nous donner votre avis sur le verdict rendu ce matin par le tribunal pénal international condamnant à la réclusion à perpétuité Ratko Mladic, qui était le chef militaire des Serbes de Bosnie, condamné bien sûr pour les actes commis pendant cette guerre et notamment le massacre de Srebrenica. Écoutez ce que en disait le procureur du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, Serge Bramert. C'était ce matin à La Haye. Today's judgment is a milestone in the tribunal's history and international criminal justice. Ratko Mladic was one of the first persons indicted by my office and the last to be convicted. Guillaume de Mongeau, c'est une décision, c'est un jugement qui est tardif. Est-ce que c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement compte tenu de la complexité du dossier, ou est-ce que c'est la limite de cette juridiction internationale? On est presque 25 ans après les faits. Oui, 25 ans après les faits, une génération. À mon avis, c'est plus une victoire c'est plus une justice de la victoire qu'une victoire de la justice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc en fait, là, les Serbes, depuis 25 ans, sont devant ce tribunal de façon objectivement massive par rapport aux Bosniaques, aux Croates. On a condamné, je sais pas, une... Kosovars quand même, albanais aussi. Oui, mais en fait, vous Qui ont voyez... été élargis, malheureusement, qui n'en ont pas. Ah qui oui. n'ont pas été Personne condamnés. n'est pas- Oui. Non, parce qu'il y a eu Voilà. 2000, il y a effectivement C'est un 2000 tribunal. Serbes. Guillaume termine et ensuite on passe la parole à tout à Renaud fait. Girard. Donc je trouve que d'abord, je trouve que la Serbie là, a bien vécu ce temps du tribunal, ce temps du procès, et ils ont emporté de ces condamnations. Je ne juge pas Mladic parce que je pense qu'il y a 425 personnes à plein temps dans ce tribunal depuis 25 ans, que ça coûte une fortune, 90 millions par an d'euros en budget. Donc je pense qu'ils ont fait une enquête sérieuse et que ce verdict est absolument imparable. Mais je dois dire que ce que je salue d'abord, la première chose qui me gêne, c'est que cet homme est très affaibli. Il a eu 3 AVC. C'est quand même un vieux monsieur qu'on condamne à perpétuité. Je trouve que humainement, moi, ça me choque toujours qu'un tout vieux, au bout de sa vie. Mais oui, peut-être. Bon, donc c'est pour les vivants. C'est pour ceux qui resteront après que cette justice va avoir du sens et va féconder quelque chose de bien. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que dans une guerre civile, toutes les fois où il y a eu une culture de l'impunité, elle a été terrible. Je pense au Liban, je pense au procès Hariri, je pense à toutes ces guerres, ou toutes ces guerres qui ont laissé derrière elles une espèce d'entremêlement de situations dont on ne sait pas qui est coupable, qui n'est pas coupable, on laisse les choses étales, finalement produisent toujours des catastrophes à moyen terme et à long terme. C'est des petites grenades dégoupillées partout. Donc je salue le fait que dans une guerre civile, il y ait eu un procès et que celui-ci se termine comme ça. Renaud Girard, vous partagez ce point de vue. Il y a eu une justice à 2 vitesses, c'est-à-dire que les Serbes ont davantage été condamnés que les Bosniaques, les Albanais, les Kosovars. Je rappelle juste que vous avez couvert ce conflit. J'ai couvert tous ces pour le conflits et Figaro. je connais très bien ce Et je voudrais dire que c'est grâce à Renaud Girard que j'ai compris quelque chose à la Yougoslavie. Merci. Voilà. Je voudrais le dire, c'est... J'ai effectivement couvert l'intégralité de ces conflits. Alors, il y a 2 choses là. Premièrement, le général Mladic est tout à fait responsable du massacre de Srebrenica, il n'y a aucun doute. Il est entré dans l'enclave qui était protégée par les Nations Unies le 11 juillet 1995 et ses troupes ont massacré dans les 2 semaines qui suivaient. Et j'ai même, moi, interrogé plus tard en secret un des massacreurs, a massacré 7000 hommes et garçons. Donc ils ne sont pas attaqués à la population féminine, mais à la population masculine de cette enclave de Bosnie. Civile, au lieu de les faire partir, ils pouvaient faire partir les hommes et les femmes en même temps vers Tuzla. Les femmes et les enfants ont été dirigés, et les vieillards ont été dirigés sur une zone musulmane. Et donc c'est très bien qu'ils soient condamnés. On aurait aimé que ce soit plus tôt, puis il a pu se cacher. On aurait aimé qu'il soit en meilleur état, mais il mérite tout à fait sa condamnation à perpétuité, c'est tout à fait certain. En revanche, on regrette que ce tribunal sur l'ex-Yougoslavie ait eu la main lourde uniquement en l'égard des Serbes, et donc ça fait justice de vainqueur, puisque finalement ce sont les Serbes qui ont perdu cette guerre civile en Yougoslavie à la fin. Et on regrette par exemple qu'au Kosovo, donc c'est une guerre de l'OTAN, n'est-ce pas, en 1999, pour obliger la Serbie à lâcher sa province du Kosovo à l'Učeka albanaise, c'est-à-dire l'armée de libération des Albanais, qui sont la majorité de la population de cette vieille province serbe du Kosovo. Il y a eu
2000 victimes, 2000 vieillards, enfin 2000 Serbes civils qui ont été massacrés par l'UÇK, enfin en tout cas en Albanie, et pas un seul dirigeant de l'UÇK, qui se retrouve d'ailleurs à diriger le Kosovo, qui est reconnu par la France comme un État indépendant, c'est un État mafieux indépendant. Pas reconnu par tout le monde, mais qui est reconnu par la France. On peut regretter effectivement qu'il y ait eu une impunité. Et de même, on peut regretter aussi que l'ancien commandant de Srebrenica, mais qui n'était pas là au moment du massacre, parce qu'il avait été retiré, parce qu'en fait, Srebrenica devait être donné aux Serbes dans les cartes. Bon, enfin, ce n'était pas une raison pour massacrer 7000 hommes. Lui-même a été élargi alors qu'il est coupable d'un petit massacre à Kravica le 7 janvier 1993, où le jour de Noël, la nuit de Noël, les musulmans de Srebrenica étaient allés faire un raid où ils avaient tué une centaine de civils serbes dans ce village. Ce n'est pas une raison, 2 ans et demi après, pour faire une vengeance aussi énorme et tuer 7000 personnes innocentes. Elisabeth Lévy. Non, je voulais juste dire en plus que sur l'ensemble de la guerre, moi j'ai été très frappée aujourd'hui en entendant les commentaires de voir que 20 ans après, si vous voulez, on avait toujours une vision extrêmement émotionnelle, simplement émotionnelle et manichéenne. C'est-à-dire les bons, les méchants. Je me rappelle l'affaire de Srebrenica, il y avait quand même une chose, c'est pourquoi Izetbegovic a-t-il ordonné à son armée, pourquoi a-t-il ordonné à Nasserovic au deuxième corps, je ne sais plus quelle armée c'était, de quitter la ville, c'est-à-dire de livrer. On savait très bien que l'ONU resterait l'arme au pied, ou disons on pouvait le craindre. C'est quand même très grave. C'est très grave que le bataillon. Il est très grave. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des responsabilités. Le bataillon de l'ONU il est très grave hollandais. que le bataillon de parachutistes. Ils ont été jugés. Ils n'ont pas été jugés. Hollande, ils ont été la jugés. Hollande a dû verser effectivement des compensations aux familles musulmanes massacrées. Elle a accepté. Mais il est tout à fait honteux que le bataillon de parachutistes, hollandais qui devait, au titre de l'article 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il devait engager ne soit pas intervenu pour défendre les musulmans de Srebrenica. Ne soit pas battu, n'est pas tiré un coup de feu. À quoi servait-il? Elisabeth, terminez votre intervention et ensuite on écoutera Erwan Lenon. Ce qui m'a frappé, moi, c'est quand même, il y a une responsabilité. On ne peut pas s'empêcher quand même de penser, d'ailleurs, que Izetbegovic a délibérément sacrifié Srebrenica pour faire basculer la guerre. Il y a eu quand même d'autres cas où les tirs étaient quand même d'origine bizarre, mais enfin, tout ça n'a jamais été, dans le fond, il y a quand même un jugement politique aussi à porter sur Izetbegovic qui était mort évidemment ensuite. Bien sûr que ça ne justifie en rien, je suis tout à fait d'accord. Il n'empêche que dans une guerre, quand tu abandonnes tes civils, en gros, face à une armée dont on sait qu'elle n'est pas particulièrement portée sur les droits de l'homme et la dentelle... ça ne le rend pas responsable. On ne va pas refaire ça ne le rend pas responsable. On ne va pas refaire ce conflit, on s'intéresse... Izetbegovic, je pense que c'est Mladic qui est responsable du massacre. Il a été condamné et c'est une bonne chose. Merci. On aimerait que les massacreurs au Kosovo soient aussi condamnés de la même façon. Erwan Lenon. Mais alors justement, pour ne pas refaire le procès, moi je crois que ce qui m'intéresse en tout cas dans l'annonce d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait réussi, ce qu'on disait tout à l'heure, à sortir par le droit d'un conflit, à sortir avec la mise en place d'un système judiciaire spécifique, et c'est quand même extrêmement intéressant que ça ait fonctionné. Je pense que toutefois, il y a une seule limite. Par le droit, on en est sorti à la fin par les armes. Attendez que je finisse. Mais pour autant, je ne pense pas que, contrairement à d'autres, que ça veut dire que le droit est systématiquement la bonne solution et qu'il faut, par exemple, défendre la Cour pénale internationale, qui pour le coup est un autre sujet, mais qui découle de ces tribunaux. La politique aussi est une manière de sortir des conflits et ce n'est pas systématiquement la solution judiciaire qui prévaut. Mais Renaud Girard, est-ce que des jugements comme celui-ci ne va pas inciter tous les dictateurs du monde à rester au pouvoir coûte que coûte, de crainte d'être jugés par une cour internationale pour peu qu'ils aient commis quelques exactions et donc qu'ils ne passent jamais le pouvoir? Donc il faut faire effectivement très attention. Il faut en tout cas montrer qu'on est capable de donner des immunités. Et là, vous faites allusion à quelque chose de très précis, c'est effectivement l'immunité qu'avait donnée Jacques Chirac lorsque Mladic avait libéré les pilotes français qui étaient tombés en bombardant les Serbes de Bosnie. Et qui étaient prisonniers des Serbes. Mais il y a eu ensuite
Ça se passait en juin, mais il y a eu ensuite un événement encore plus important qui est quand même surtout à la fin de la guerre, ce massacre de Srebrenica. Je pense que là, il y a quand même, c'est quand même un massacre d'une telle étendue qu'il était nécessaire de condamner Mladic. Et il y a eu une bonne chose qu'a inventée à ce moment-là le tribunal international, c'est qu'il a dit qu'il y avait une liste cachée. Et ça, c'était une très bonne idée qu'ils ont eue. C'est-à-dire qu'il y avait une liste secrète. Donc tous les types qui avaient tué, si vous voulez, de tous les coins, avaient très peur, n'osaient plus voyager, n'osaient plus aller claquer leur argent à Amsterdam ou en Allemagne ou en France. C'est ce qui se passe avec les dragueurs aujourd'hui. Ils ont tous peur. Ils avaient très peur, etc. Donc ça, c'était une bonne chose, cette liste clandestine des criminels de guerre recherchés. Mais je suis aussi favorable, effectivement, aux immunités qui peuvent effectivement arrêter les guerres. Et par exemple... ou favoriser les transitions démocratiques. Ou favoriser les transitions démocratiques. Et je trouve qu'on a eu tort, nous Français, lorsqu'en mars 2012, les Russes, par le biais de leur ambassadeur au Conseil de sécurité, nous ont proposé de commencer à discuter d'une transition en Syrie, et donc de faire partir petit à petit, mais avec les honneurs, Bachar al-Assad. Et nous avons refusé, nous avons eu grand tort parce qu'on a dit de toute façon, il va tomber dans 3 semaines. Et ça, voilà, et il est toujours là. Et nous allons revenir d'ailleurs à Bachar el-Assad, mais dans quelques minutes, pas avant d'être revenu à Paris pour parler de la réforme des universités. A-t-on mis en place, oui ou non, une forme de sélection à l'entrée à l'université? Eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. C'était ce matin sur Europe 1. Je ne suis pas certain que vous ayez la réponse à la question une fois que vous l'aurez écoutée, mais je vous laisse juge. L'élève n'aura pas toujours le dernier mot. L'élève aura toujours le dernier mot dans le choix de sa filière. Par contre, il devra faire confiance à ses enseignants pour le chemin et le parcours à emprunter pour aller vers le diplôme qu'il souhaite obtenir. Et donc, dans certains cas, l'université va choisir ses étudiants. Alors, le seul cas, c'est éventuellement si malgré le nombre de places que nous allons ouvrir dans les établissements et malgré les différents dispositifs qui vont être mis en place pour accueillir les étudiants dans les filières en tension, c'est le seul cas. On est en sélection ou pas sélection? En fait, elle dit il n'y aura pas de sélection sauf dans les cas où il y en aura. Oui, il y aura sélection dans les cas où si j'ai bien compris, certaines filières sont il y a tellement de demandes que les établissements, les universités pourront choisir. Alors, pour le libéral que vous êtes, est-ce que c'est une bonne réforme ce qui se prépare? C'est probablement mieux qu'APB qui était une catastrophe, tout le monde s'accorde. Mais c'est comme souvent avec ce gouvernement, un petit pas, et on franchit pas. C'est pas une grande réforme. La réforme, on est quand même dans un contexte qui est censé être celui d'autonomie des universités. La réforme, c'est le jour où on laissera l'université d'Orléans, celle de Marseille ou celle de Rennes dire voilà quels sont mes critères pour choisir mes étudiants. La réforme, c'est quand on osera dire qu'on osera dire que soit tous les bacheliers ne doivent pas accéder à l'université, soit qu'il doit y avoir 60% de réussite au bac ou 50% de réussite au bac. La vraie réforme, on la fera, mais on la fera quand on arrivera vraiment à ça, c'est-à-dire. Mais ce qui me frappe en fait, c'est que le réel. Vous voyez, on a tous des jeunes autour de nous. Donc dans la réalité, les bonnes formations sont déjà toutes sélectives. Exactement. Et ils le savent très bien, et donc il y a une espèce de combat sur les mots. Et quand j'entends les étudiants de l'UNEF, qui d'ailleurs sont passés en 2e, ce qui est quand même pas anodin comme nouvelle, non c'est vrai, c'est plus le premier syndicat étudiant, quand je les entends arc-bouter sur leur truc, je dois avoir la place que je veux, quand je veux, c'est-à-dire un truc complètement irréaliste parce que ça fait des formations poubelles, je me dis, bon, il y a encore du temps. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas changer, mais ça va pas changer fondamentalement le système français où il faut pour réussir avoir un CDI, et que le CDI étant tellement plein de contraintes, on sélectionne les meilleurs étudiants à l'entrée sur le marché du travail, qui eux-mêmes sont ceux qui ont choisi les meilleures écoles, qui ont été choisis les meilleurs établissements. Vous avez un phénomène de sélection qui commence à l'école primaire, qui se produit jusqu'au marché du travail et qui existe aujourd'hui et que tout le monde connaît. Cette réforme ne va rien changer. Les meilleurs étudiants... les meilleurs, c'est un peu normal. Non, mais moi, je ne vous dis pas que c'est scandaleux. Je vous dis juste que cette réforme n'y change rien et qu'aujourd'hui, on est déjà dans un système de sélection qui ne le dit pas, et ceux qui ne vont pas dans les filières sélectives sont en réalité laissés sur le côté. Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement n'aille pas jusqu'au bout. Bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr, non, mais il faut dire les choses de manière carrée. Bien sûr que l'université ne doit pas être une garderie.
Et bien sûr que l'école primaire doit apprendre à lire, compter et calculer, et pas de pédagogie, etc. Voilà. Et que effectivement, même ce mot d'éducation nationale, je vais être encore plus réactionnaire que vous croyez, je n'aime pas ce mot d'éducation nationale. Je préfère le mot d'instruction publique qu'on avait autrefois sous Jules Ferry, parce que l'éducation, c'est les parents qui éduquent leurs enfants. Il s'agit d'instruire. Quant à l'université, bien sûr qu'il faut une sélection à l'entrée de l'université. Bien sûr, ce n'est pas une garderie, on n'a pas des droits à entrer à l'université. Il faut un niveau, comme d'ailleurs dans toutes les universités du monde. Il n'y a qu'en France où on a ce système débile de garderie. Et je regrette que ce ministre, qui est un bon ministre, Blanquer, il faut dire les choses des autres, parce qu'il veut qu'on apprenne justement à lire, à écrire, à compter, je regrette, je regrette que la réforme n'aille pas jusqu'au bout. C'est pour ça que vous n'êtes pas à l'université, Sarkozy nous avait promis... C'est pour ça qu'il n'est pas ministre aussi. Sarkozy nous avait promis une autonomie de l'université, comme toujours avec le Sarkozy, c'est-à-dire j'en fais un tiers, j'en fais un quart, j'en vais pas jusqu'au bout, et on n'a pas eu la vraie autonomie. La vraie autonomie, c'est la liberté de l'université à recruter qui elle veut, et même ce n'est donc pas des études qui devraient être payantes, des études qui devraient être payantes avec des prêts. Avec des prêts pour les étudiants qui n'ont pas les moyens. Voilà, non seulement payant, mais en plus sélectif. Alors, effectivement, on en est loin. C'est peut-être pour ça, cher Jean-Baptiste Emergent du Figaro.fr qui nous avait rejoint, c'est peut-être pour ça, parce que ce n'est pas la révolution du siècle, que finalement, les réseaux sociaux sont relativement sereins, voire même pas passionnés par ce sujet. Oui, il y a eu un millier de tweets cet après-midi. Non, pas un million d'étudiants, mais on en parlera un petit peu plus tard. 1 millier de tweets aujourd'hui, donc oui, c'est assez peu. Beaucoup de photos des manifestations dans Paris, notamment sur la place de la République et la place de la Bastille. Quelques manifestations. Alors moi, j'ai d'abord voulu essayer de trouver quelques chiffres. Je suis allé sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Et en fait, c'est une page 404 qui nous donne assez rapidement les statistiques et analyses, donc pas grand-chose à voir. Donc je suis allé chercher un petit peu plus loin et je suis allé voir le SIES. Guillaume, le SIES, la fameuse sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques. Et effectivement, quand on regarde le graphique, alors effectivement, il est un peu trop petit. C'est un petit graphique pour des grands chiffres où on nous explique qu'il y a environ 1 600 000 étudiants pour la dernière rentrée et ça augmente 200 000 tous les ans. Donc effectivement, le chiffre c'est augmente. L'embouteillage. C'est l'embouteillage. C'est grotesque. Ce sont des chiffres grotesques. Oui. C'est-à-dire on n'a pas... On n'a pas anticipé. Nous n'avons, ce que je veux dire, c'était anticipable, justement. On n'a pas la possibilité, on n'a pas d'abord ni la capacité, ni peut-être probablement le besoin de former, si vous voulez, autant des centaines de milliers de gens. En tous les cas, si on arrivait à les amener tous à l'excellence, très bien. Mais comme l'a dit Renaud, on est dans des garderies, tout simplement parce qu'il y a une espèce de totem. Il faut avoir une sorte droit à l'université. Comment de jeunes garçons et de jeunes filles qui n'ont absolument pas envie d'étudier, de passer leur temps sur des livres, qui ont envie de travailler. Avec les internautes. Voilà, Renaud, les internautes sont d'accord avec vous. Tout à l'heure, on a parlé d'APB qui a été très critiqué. Hier, le ministère s'est fendu d'un tweet très heureux et se félicitant d'avoir réussi à trouver un nouveau nom qui s'appelle Parcoursup. Bon, c'est bien, mais il y a 20 000 personnes qui ont voté, donc sur nos 1 600 000 étudiants. C'est pas génial. Mais je suis allé voir aussi quelques internautes. Donc nous avons Félix Sceptique, qui est très sceptique, qui dit que le problème de la sélection à l'université, c'est que ça ne diminue pas les bacheliers. Donc c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut développer les autres formations que l'université, proposer des filières intéressantes aux étudiants restés sur le carreau. Effectivement, il y a un problème d'orientation, et c'est ça que les internautes veulent expliquer. Thibault dit à peu près la même chose et lui ajoute les problèmes d'inégalité dans les universités, autant de traitement que d'orientation. Et enfin, l'insoumise Danielle Simonet, que vous devez connaître, qui a voulu être élue à Paris, ajoute « Donnons les moyens à l'université de contribuer à la réussite de tous. À l'inverse, le gouvernement casse l'université par la baisse des moyens et instaure la sélection. » Donc des problèmes de moyens et d'orientation plus qu'un problème de sélection. C'est un fantasme de croire. Hollande avait cette expression, c'est-à-dire de dire l'excellence pour tous. C'est un fantasme absurde. L'aristocratie pour tous. C'est un l'excellence pour tous. C'est irréaliste aussi. Oui. Macron essaye de montrer ça. Et l'Allemagne, Guillaume de Mongeau. La parole est à Guillaume de Mongeau. La parole est à Guillaume de Mongeau. Scrugneux pour une fois qu'on essaye de réformer ce gros machin irréformable. Je veux dire, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Alors, 25% des étudiants qui rentrent à l'université ont leur licence en 3 ans, mais 75% échouent lamentablement. C'est l'hécatombe, donc il faut régler le problème. Cette même ministre qui, ce matin, n'était pas complètement pertinente, semble-t-il, a quand même promis 950 millions d'euros sur 5 ans pour réformer l'université. Ben, écoutez, réjouissons-nous. C'est une cote mal taillée aujourd'hui, mais on va voir. D'abord, 1 million d'euros pour l'université, changer déjà cacahuètes. L'esprit des profs de lycée pour leur demander de rendre des avis, de former les élèves
de donner un avis sur est-ce que cet élève est capable de rentrer dans cette filière. C'est déjà très bien, pourvu que les choses soient coordonnées, que ce ne soit pas des merdes zizi. Pardonnez-moi. Moi, je suis contente de voir qu'on essaye. Oui, mais très bien qu'on essaye, mais il y a une question d'état d'esprit qui n'arrive pas à changer complètement. Ne parlez pas tous en même temps, mes amis. Cette idée qu'on a tous droit à, si vous voulez, cette espèce de je suis tout à fait fantasme d'accord. Il n'y a pas français de de droit droit à l'université. réforme- Je précise que les jeunes sont assez d'accord avec vous parce que selon un sondage récent, 61% d'entre eux sont favorables à une sélection sur dossier à l'entrée de l'université. Peut-être parce que C'est bien. pour la majorité d'entre eux, ils savent bien que tout le monde ne peut pas réussir. Mais Erwan. je ne suis pas complètement d'accord sur le fait qu'on n'avait rien n'a été fait dans les dernières années. L'autonomie des Tentative, universités, ouais. c'était quand même un pas. C'est peut-être la seule chose que Sarko avait- probablement la seule chose qu'il ait faite. Mais Est-ce qu'elle est allée ensuite, jusqu'au bout? pardon, non, Non, elle a c'était été tout un de pas. Mais juste là, Un pas, un donc point. elle est pas La allée jusqu'au bout. sélection, Dites-le, il faut qu'on oui, non, comprenne. c'est ce qu'on dit. Donc elle n'est Mais pas allée jusqu'au bout. La D'accord. sélection ne va rien changer au problème de l'enseignement supérieur français. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut changer le bac et il faut un système d'apprentissage et de formation de formation non universitaire qui soit aussi bon. Si vous voulez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde se précipite à l'université? Un, c'est parce qu'il n'y a pas de place dans les grandes écoles, et deux, c'est parce que personne ne veut aller dans l'apprentissage, formation professionnelle, qui sont considérées en France comme des voies de garage. Vous avez un auteur suisse, François Garçon, qui a écrit un excellent livre sur le système d'apprentissage suisse, qui explique que le système d'apprentissage, il marche très bien. et surtout, il C'est dit pour en ça que l'industrie suisse marche bien. il dit en Suisse, notre gouvernement nous dit faites l'apprentissage, il faut que vos enfants fassent l'apprentissage, et tout le monde les croit, parce que la moitié du gouvernement est issue de l'apprentissage. En France, vous avez des énarques, des polytechniciens qui vous disent faites l'apprentissage, regardez, mes enfants vont à Normal, vont Ne à dites Sciences pas de Po mal et des énarques HEC. sur ce plateau, parce que sinon Renaud Girard, qui est l'un des rares Et journalistes pas des énarques. normaliens non plus. Voilà, et pas des normaliens non plus. S'il vous plaît. Je vous propose de parler d'un dernier sujet, Vladimir Poutine, qui ne gâche pas son plaisir. C'est lui le grand gagnant du conflit syrien. Il recevait hier à Sochi le président syrien Bachar el-Assad avant l'organisation d'un sommet tripartite avec l'Iran et la Turquie concernant ce dossier. Eh bien, le moins qu'on puisse dire est que le numéro 1 russe considère clairement que c'est lui qui a gagné. Regardez. Благодаря усилиям российской армии Сирия спасена как государство. Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Ну и надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку, окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. Хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать, потому что проблем хватает с терроризмом и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Ça, quand Vladimir parle, les militaires se tiennent au garde à vous. Renaud Girard, bon, il y a un gagnant du conflit syrien, c'est Poutine. Oui, très clairement, parce qu'effectivement, il est intervenu en septembre 2015 pour en fait sauver la Syrie de Bachar el-Assad. Intervenu militairement. Il est intervenu militairement. Non seulement ça a sauvé, ça a donné du moral en fait à l'armée syrienne. Aujourd'hui, Alep a été repris par l'armée syrienne depuis un an. Elle se reconstruit à une vitesse extraordinaire d'ailleurs, Alep. Et Poutine a doublement gagné parce que donc son allié syrien est resté au pouvoir, l'État laïque syrien, bassiste syrien est resté ce qu'il est, et la Russie a soutenu l'État bassiste, c'est-à-dire laïque syrien depuis 50 ans. Et la deuxième victoire, c'est que tous les autres orientaux, tous les pays du Moyen-Orient disent à Poutine « respect, monsieur ». Même ceux qui étaient le plus opposés au régime de Bachar el-Assad. Je veux parler de la Turquie de Recep Erdogan et je veux parler de l'Arabie saoudite. Le roi d'Arabie saoudite est allé faire une visite à Moscou au tsar Poutine. Alors, imaginez, c'est le grand succès diplomatique au Moyen-Orient de la Russie et c'est le grand échec de la France. La France qui était la puissance mandataire, vous savez, qui a colonisé la Syrie, enfin qui est puissance mandataire de la Syrie de 1920 à 1946 et qui n'est pas du tout présente. Pourquoi ? Parce que nous avons fait preuve d'irréalisme total dans cette affaire depuis 2012. Je rappelle, vous vous souvenez, où on se souvient de Laurent Fabius qui refusait d'inviter à la conférence de Genève sur la Syrie l'Iran, parce que Fabius n'aimait pas les Iraniens, alors que la Norvège était invitée à cette conférence. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous n'invitez pas l'Iran, vous ne résoudrez jamais le problème syrien, car il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Merci Renaud Girard. Et d'ailleurs, Pierre nous dit sur Internet, et la France alors, rien.
Point d'interrogation. Oui, bon, sur Elisabeth la Lévy. France, non, mais sur la France, je suis tout à fait d'accord. Mais juste 2 choses sur les Russes, parce que les Russes, ils ont un peu gagné grâce à leur absence de scrupules aussi. C'est-à-dire qu'ils font des choses que nous, on ne peut pas faire. Quand ils bombardent, C'est-à-dire, ils on peut bombardent pour pas- de vrai. Nous, on ne peut plus faire la guerre comme ça. Donc, c'est un peu ça qui leur permet aussi d'y aller avec leurs grands pieds et de pas trop s'embarrasser de ce qui se passe en dessous. Ni, effectivement, ils n'ont pas besoin de se cacher pour parler avec Bachar. Mais la deuxième chose, c'est que là, je pose la question à Renaud. En fait, est-ce que les Russes ont bien... Non, pardon, non. Vous donnez un point de vue. Alors, non, mais je ne sais parce pas que la si on réponse. repose la question à Je ne sais Renaud, pas la les autres peuvent réponse, se barrer. pardon. Alors, je pose la question à mes camarades. Voilà, à vous. Est-ce que les Russes ont bien analysé les conditions qui ont fait partir la guerre en Syrie? Et est-ce que c'est bien facile? D'accord, gagner une guerre, c'est une chose. Mais est-ce que maintenant, Bachar va être comme dans un jardin de roses, que finalement, il va revenir au merveilleux statu quo ante dont il rêve? Ça, j'en suis pas tout. Il faut faire la transition. Un mot. Il faut la transition. C'est une guerre sans vainqueur. Vous dites Poutine a gagné la guerre, mais c'est des mots. Mais il y a trop de morts, trop de disparus, 65 000 disparus, pour que même les vivants se dédouanent de leur responsabilité, de leur échec. Poutine n'a pas gagné cette guerre à moyen terme Ça, c'est et pas à long mon terme. sentiment, Comment mais- le Syrien va-t-il accepter de réhabiter dans son appartement à côté de son bourreau dans la rue d'en face? Enfin, je veux dire, la Syrie de demain n'a rien à voir. Elle ne peut pas se reconstruire telle qu'elle, identique à celle qui était là il y a 5 ans, alors qu'on pouvait encore arrêter ce conflit. Donc, échec cuisant de la diplomatie française, certain. Rapport de force dans lequel Poutine a excellé, en effet, parce qu'il n'avait pas de scrupules. On n'est pas dans le monde des bisounours, de l'aide au développement et tous ces trucs dont on nous serine tout le temps. Là, on est dans des gens qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, comme vous le disiez très justement. Ils ont des bases en Syrie depuis les années 50. Les Turcs. hein, si je ne Et m'abuse. notez qu'aujourd'hui, 3 empires se retrouvent. Les Soviétiques, les Perses et l'Empire ottoman. Enfin, on a 3 empires, 3 pays qui sont aujourd'hui fondamentaux pour eux et qui ont ce goût de l'empire, enfin cette espèce de goût de l'empire dans la bouche, quoi, qui arrive, qui négocie, qui essaie de vaguement concevoir une paix. Mais je peux vous dire que la population syrienne, à mon avis, c'est pas demain la paix. Hein. Il y a en elle une rancœur immense de voir ce Bachar el-Assad se maintenir au pouvoir coûte que coûte en ayant mis 300 000 personnes sous la terre, quoi. Pas toute la population syrienne. Il y a une 300 partie 000, de la population 300 000 syrienne morts, qui allait. 65 000 disparus, pour moi, c'est gigantesque sur une population de, je sais pas, 17 Non, mais millions. il y a 10 une millions. partie de la énorme, Syrie. C'est énorme. C'est une guerre civile qui est Personne énorme. Mais en n'a fait, gagné. même toutes les guerres civiles contemporaines font beaucoup de morts. Regardez, par exemple, la guerre civile américaine. Elle a fait beaucoup plus de morts que l'engagement américain dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les guerres civiles sont très meurtrières, mais c'est une guerre civile. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir, puisque effectivement, nous n'avons pas à nous réjouir des dictatures. On aimerait d'ailleurs qu'il y ait des démocraties partout au Moyen-Orient. On a laissé d'ailleurs un régime démocratique en 1946 qu'on donnait parti en Syrie, mais ça a duré 3 ans, jusqu'en 1949. Après, il n'y a eu que des coups d'État militaires. Mais en revanche, sur le théâtre syrien, militairement, certains avaient prévu une déroute, n'est-ce pas, de Bachar el-Assad, et même une déroute de la Russie. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu des guerres, n'est-ce pas, où la Russie n'a pas réussi à maintenir le gouvernement qu'elle avait soutenu. Je veux parler de l'Afghanistan, si vous voulez, l'Afghanistan, où le gouvernement soutenu par les Russes, qui en fait était moins soutenu en 1992, a été remplacé par un gouvernement de Moudjahidine qui a été encore pire d'ailleurs, parce que les Moudjahidines se sont fait la guerre. Parce qu'il y a pire que la dictature, il y a la guerre civile. Voilà. Mais Poutine a quand même, là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas Il a maintenu gagné l'État la guerre. syrien. Alors, Il a gagné militairement. Est-ce qu'une victoire militaire, ça fait le bonheur des gens? Non, Non, bien une sûr, victoire bien politique, sûr. c'est pas Le le bonheur choix, des elle gens, est pas c'est gagnée. différent. Erwan, En non, deux mots, un mot de conclusion. Deux mots de conclusion et d'enseignement. Il y a un autre perdant que la diplomatie française, c'est la diplomatie américaine qui a quand même été tellement absente. Je vous rappelle que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix pour n'avoir rien fait dans les affaires internationales pendant ses 2 mandats. Et deuxième point, effectivement, avant de commencer, exactement, ça enseigne effectivement. C'est pour ça qu'on lui a donné avant. Oui. Il savait qu'il n'allait rien Il ne faire. fait rien faire, probablement. Mais deuxième point, en matière de relations internationales, effectivement, les bons sentiments, ça ne marche pas. Et je crois que de ce point de vue, on en a déjà parlé ici, Emmanuel Macron opère un changement qui est plutôt salutaire. Eh bien, semble-t-il, il y a consensus sur ce plateau, sur cette dernière réflexion. Merci à tous les 4. Restez connectés dans un instant. Vous retrouverez un focus consacré à Patrick Drahi, le patron d'Altis et d'SFR, qui traverse une tempête boursière sans précédent, avec l'analyse d'Elsa Bimbaron, qui est journaliste du Figaro spécialisée dans ce sujet, qui vient de sortir un livre consacré à Patrick Drahi. Merci à tous les 4. Bonsoir.